Et là, on est donc en 96. Kering n'existe pas, LVMH vient tout juste d'être créé. Je suis arrivée à un moment clé de cette industrie où l'explosion a commencé. Moi, je me souviens que la première très grosse affaire que j'ai eu à couvrir, c'était la bagarre pour le contrôle de Gucci entre Monsieur Pinault et Monsieur Arnault. Pendant 1 an et demi qu'a duré cette bagarre, je les ai eus tous les jours, tous les deux au téléphone. Et en septembre, je suis revenue avec le concept de série limitée et un premier sommaire, et on a sorti le premier numéro le 4 décembre 99. L'industrie du luxe par ceux qui la façonnent. Je m'appelle Loudana et bienvenue dans le podcast du luxe. Je suis docteure et cofondatrice de la FinTech Grace, qui permet aux marques de luxe de protéger leurs biens exceptionnels afin que leurs clients les portent en toute sérénité partout dans le monde. Ces dernières années, j'ai eu la chance incroyable de rencontrer certains des plus importants dirigeants et grands noms du luxe qui, à travers leur histoire, ont créé celle de l'une des industries les plus puissantes et énigmatiques au monde, le luxe. Il ne faut jamais oublier que toutes nos maisons peuvent raconter leur histoire à eux, mais le pari, c'est le comité Colbert. Ces leaders exceptionnels ont accepté de se livrer dans le podcast afin de vous raconter ce qu'il se cache derrière des pièces iconiques comme un sac Hermès ou encore une montre Bulgari. Comment ces groupes comme LVMH, Richemont ont bâti de tels empires? C'est toutes les questions de toutes les marques de luxe aujourd'hui. Des parcours impressionnants qui vous marqueront à jamais. Je vous donne rendez-vous chaque mercredi afin de vous partager en exclusivité des conversations inédites et sans filtre avec les leaders de cette industrie. Bonjour Bénédicte. Bonjour Lou. Merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui au sein du comité Colbert. Merci de m'avoir invitée. Est-ce que pour commencer, vous pourriez s'il vous plaît vous présenter? Alors oui, je m'appelle donc Bénédicte Épinay et je préside le comité Colbert depuis maintenant un peu plus de 4 ans, et je suis née il y a un petit peu plus de 62 ans dans le Grand Ouest, à Cholet plus précisément. Est-ce que vous pourriez nous dire, par exemple, de quel milieu vous venez? Je viens d'un milieu bourgeois. Mon père dirigeait une centrale nucléaire à l'EDF. Voilà. Et ma mère était radiologue. Donc voilà, donc milieu bourgeois de province. Pas spécialement consommateur de marques de luxe, mais malgré tout, j'ai vécu avec de l'argenterie Christophe, des verres Baccarat. Donc voilà, donc quelques petits codes du luxe. Mais en tout cas, voilà, on n'était pas une famille consommatrice de marques de luxe au sens, aujourd'hui, on l'entend. Oui, c'était plutôt le sens du raffinement et des belles choses, voilà. Et pas du tout la consommation comme on peut avoir aujourd'hui. Non, luxe. De toute façon, elle n'existait pas vraiment à l'époque. Moi, je me souviens que ma mère avait 2 très beaux sacs, un sac d'été et un sac d'hiver, qui étaient des beaux sacs, mais à l'époque, il n'y avait pas évidemment les Hilbag, donc on ne changeait pas de sac comme on change de tenue. Donc voilà, mais malgré tout, comme vous le dites, des choses raffinées. Et est-ce que vous aviez, par exemple, vous êtes fille unique? Non, on est 4 enfants, donc j'ai 3 frères et sœurs. Et parce que souvent, quand on a des parents, moi je le vois, mon papa est médecin, donc souvent on suit les lignées. Bon là, je peux comprendre de faire du nucléaire, tout le monde n'a pas envie. Oui, alors il n'y a personne dans ma famille qui soit devenu journaliste. Ouais. J'ai 2 sœurs médecins et j'ai un frère ingénieur. Alors si mon frère a suivi les traces de mon père, voilà. Oui, et vos sœurs, du coup, celui de votre maman? Oui, d'une certaine manière, oui, mais alors pas dans la même spécialité, oui. Mais voilà, d'une certaine manière. Quelque chose de scientifique, en fait. Absolument. Excellent. Ouais. Et donc vous avez grandi donc à Cholet, oui. dans une famille donc de 4 enfants. Et comment vous étiez, par exemple, à l'école? Vous étiez quelqu'un de plutôt donc d'extraverti, confiance en vous, parce qu'on peut se dire le journaliste, quelqu'un de curieux, ou alors en fait, il y a vraiment eu dans mon parcours scolaire un tournant qui a été mon prof de français de seconde, pour lequel j'ai voué une passion formidable et qui, je pense, m'a fait switcher. Il avait introduit cette tradition de faire des présentations, des exposés, comme on disait à l'époque, je ne sais pas si on dit toujours ça comme ça. Oui. Et je me suis pris de passion pour cet exercice de l'exposé. Et donc, on prend la parole devant ses petits camarades de classe. Et le premier, je m'en souviens très bien parce que j'avais choisi un thème. J'ai fait du violon depuis l'âge de mes 6-7 ans. Et donc, j'avais choisi un thème d'exposé qui était les œuvres au violon spécifiques de Bach, pour lequel j'ai une réelle passion. Et cet exposé de la vie de mon professeur a été un succès. Ça m'a donné envie d'en faire et d'en refaire et d'en refaire. Et je pense que je tiens
cette espèce de confort à parler devant les gens, ce qui ne pose aucun problème. Vous pouvez me mettre devant 10 000 personnes, ma voix ne tremblera pas, mon micro, s'il doit se porter à la main, ne tremblera pas. J'ai cette espèce d'assurance qui m'est venue de cette classe de seconde et que je n'ai pas perdue. C'est excellent. Et c'est cet exercice qui vous a donné ensuite l'envie d'en faire un métier? Alors je pense, oui. Ça, plus le fait de voir chaque soir mon père se plonger dans la lecture des Échos et du Monde quand il revenait du travail. Et je voyais à quel point cette lecture le comblait. Et voilà, il y passait du temps, il découpait des articles, et je me suis dit, ça doit être diablement intéressant pour qu'il y passe autant de temps. Et ensuite, quand j'ai décidé de devenir journaliste, parce que à cette passion de prendre la parole en public et de... En fait, c'était pas tant de prendre la parole en public, c'était d'expliquer des choses, de transmettre du savoir, de raconter, voilà. C'était plutôt ça. Et puis après, ça s'est doublé d'une passion de l'écriture et de savoir jouer avec les mots, d'utiliser les ressorts de la langue française. Ça m'a vraiment absolument passionnée. Et du coup, je me suis dit, il n'y a qu'un métier, c'est journaliste. Et puis, comme je voyais mon père se passionner pour les Échos, notamment, je me suis dit, non seulement ça va être journaliste, mais ça va être journaliste économique aux Échos. C'est-à-dire que ça a été... C'était le but. Déterminé, à l'âge de 18 ans, quand j'ai eu mon bac, je me suis dit, c'est ça, en fait. Et c'est rien d'autre. Et donc, le jour où j'ai signé aux Échos, ça a été l'apothéose. Incroyable. C'est génial, c'est un peu comme les boucles qui sont bouclées. Oui, absolument. Et donc là, vous avez votre bac, là, vous faites un lycée normal. Ouais. Vous étiez plutôt bonne élève ou pas? J'étais plutôt bonne élève, oui. En plus, alors j'ai fait une filière scientifique parce que mes parents avaient toujours cette espèce de... peut-être qu'elle va changer d'avis et qu'elle... voilà, donc j'ai fait une filière scientifique. Est-ce que ça leur faisait peur? C'était quand même un peu le saut dans l'inconnu, hein, oui. J'habite Cholet, il n'y a pas d'école de journalisme. Donc, elle va partir forcément à Paris, faire des études d'un métier dont on ne sait pas si elle va... Vous savez, sa vie. C'est comme aujourd'hui quand j'entends des parents qui me disent le petit dernier il veut être joaillier ou il veut être couturier. Oh là là, je dis mais à un moment faut faire confiance quoi. Faut faire confiance et puis il faut laisser faire sa route. Donc voilà, donc j'ai eu la grande chance qu'ils me laissent faire ma route. Et puis voilà, et puis ils en ont tiré une grande fierté parce que le jour où voilà, ils ont vu mon nom dans le journal, ça a été voilà, ouais. Émouvant. Émouvant, ouais. Pour eux comme pour moi d'ailleurs. Bah ouais. Et donc là, vous entre guillemets, vous arrivez à négocier, dire à vos parents, moi je vais être journaliste. Donc désolé papa, maman. Ouais. Surtout dans les milieux comme ça, où on est souvent. Je sais que j'ai une de mes meilleures amies, elle rêvait d'être journaliste. Sa mère qui est dentiste, elle a dit non. Non, tu vas jamais gagner ta vie, ma fille, c'est hors de question. Donc elle a fait autre chose, puis finalement, en fait, elle y revient. Oui, mais c'est ça. En fait, les vocations contrariées, c'est jamais une bonne chose parce que ça reste. Et moi, j'ai l'exemple dans nos métiers d'une jeune femme qui voulait être joaillière. Ses parents lui ont dit non, passe ton bac d'abord, qui est un peu le syndrome classique. Donc, elle a passé son bac. Et puis ensuite, elle a dit bon, j'ai mon bac, mais je veux quand même être joaillière. Ils lui ont dit non, mais c'est pas sérieux, tu vas pas gagner ta vie, mais où tu vas travailler. Donc, fais des études classiques à la Sorbonne. Elle a fait 5 ans à la Sorbonne et à la fin de ces 5 ans, elle a dit je veux être joaillière. Donc, déterminée. Et là, ses parents lui ont dit, bon, t'as le bagage, donc vas-y, amuse-toi, sois joaillière si tu veux. Et donc, elle explique qu'elle a fait bac plus 5, suivi de bac moins 3, parce qu'elle a passé son CAP de joaillière. Et aujourd'hui, elle est joaillière. Alors, ça fait d'elle une joaillière cultivée, intelligente, éduquée, mais que de temps perdu, quelque part. Ah ouais. Voilà. Ouais. Donc moi, je pense que c'est jamais une bonne idée de contrarier les vocations. Ouais. Surtout qu'on y revient toujours. Absolument. Moi, je vois, je vais pharmacie pour ensuite faire une école de commerce et revenir dans un milieu du luxe qui est finalement... Et moi, j'ai des tas d'amis qui ont eu des vocations contrariées et qui reviennent toujours, de toute façon. Ne serait-ce que pour expérimenter le fait qu'ils ne s'étaient pas trompés quand ils ont eu cette idée-là au départ, quoi. Ouais. Donc, bon, voilà. Ouais. Et donc là, vous arrivez à l'école de journalisme. Oui. Comment ça se passe? J'ai d'abord fait une faculté de sciences politiques et sciences économiques. Ouais. Pourquoi? pour avoir, je voulais être journaliste économique, je vous rappelle. Oui. Donc, avoir un peu la culture. Voilà. Donc, j'ai fait 2 ans de statistique et puis voilà, d'études politiques, mais c'était formidable. Hein, je regrette pas parce que ça m'a fait. Vous étiez un peu matheuse. Oui, j'étais matheuse. Je vous rappelle, j'ai passé un bac scientifique. Donc voilà. Donc j'ai fait ça. Et puis ensuite école de journalisme. Voilà. C'était quoi comme école? Elle existe toujours? C'était alors j'ai expérimenté la première
comment dire, le premier cursus journalisme de l'EFAP, qui est l'école, je sais plus, elle a changé de nom depuis mon époque. Voilà, c'était une école de communication, mais qui s'est dotée d'un cursus journalistique. Et j'ai fait partie des premières qui ont expérimenté ce cursus. Et comment ça se passait? Vous aviez des stages? J'avais des stages, et en fait, moi, ça a été un stage qui a été déterminant pour ancrer, en tout cas, l'idée que c'était bien ce que je voulais faire. Et j'ai fait un stage à France Soir. Et il a été déterminant à plein d'égards. D'abord parce qu'à France Soir, j'ai rencontré mon mari. Et on qui est journaliste, qui était grand reporter. Incroyable, et qui était grand reporter de guerre. Donc... Wow. Voilà, donc une histoire d'amour qui commence comme ça. Voilà, et qui continue surtout. Et voilà, au bout de 40 ans. Et elle a été fondatrice parce que très vite on m'a envoyée sur le terrain. Et j'étais aux informations générales, donc aux faits divers. Et comme j'étais la petite dernière rentrée, j'ai tout fait. C'est-à-dire qu'on m'envoyait sur tout ce que les autres ne voulaient pas faire. Donc, les incendies à 3 heures du matin, en plein Paris, les meurtres, je pense que j'ai tout fait. Et en fait, c'était fondateur. Pourquoi? Parce que ça m'a donné... J'avais déjà cette forme d'assurance de la prise de parole en public, mais là, ça m'a donné l'assurance de franchir toutes les portes, y compris quand elles se ferment. Voilà, de dire la porte s'est fermée, il reste la fenêtre. La fenêtre va se fermer, il reste une autre fenêtre. Donc voilà, donc ça a été fondateur parce que quand je revenais pas avec le bon papier, avec les bons éléments, il fallait retourner. Il fallait retourner. Donc et puis c'était très rude. Et si c'était à refaire, je pense que je le referais parce que vraiment ça a été fondateur pour moi. Vous êtes restée là-bas combien de temps? Et je suis restée là-bas presque 1 an et demi. Ouais. C'est-à-dire que le stage s'est transformé en job. Et puis après, François n'allant pas très très bien à l'époque, j'ai fait partie d'une charrette, les derniers arrivés, les premiers partis. Voilà. Mais c'était vraiment formidable, même si c'était pas du journalisme économique, donc c'était pas ce que je voulais faire. Ça a été formidable. C'était, comment dire, un peu un coup de pied. Ouais. Des fois vous emmène. Et puis même en termes d'écriture, parce que il y avait encore à l'époque à la rédaction beaucoup de journalistes qui avaient connu Pierre Lazareff. Donc, quand on veut être journaliste, Pierre Lazareff, c'est un monument du journalisme. Et donc, il y avait plein de tics d'écriture que j'avais qui n'étaient pas les bons, et donc qui m'ont été tout de suite corrigés. Voilà. Et c'est l'école après l'école. Oui, absolument. Et donc ça a été formidable. Voilà. Et puis dans une forme de violence, c'est-à-dire voilà, on ne faisait pas de cadeaux. Vous avez un exemple? Oui, j'ai l'exemple j'étais très fière. Alors ça aussi, ça a été très compliqué parce que quand le fait divers se passait à Paris, vous allez sur le terrain, vous humez, vous ouvrez des portes, vous sonnez à des portes, vous faites le voisinage, qu'est-ce que vous avez entendu, qu'est-ce que vous avez vu, enfin voilà, vous voyez, une enquête de voisinage, de faits divers. Mais quand ça se passe en province, eh bien à l'époque, aujourd'hui ça paraît risible de dire ça, mais on est en 1983, vous prenez le bottin de la ville, et puis vous cherchez quelles sont les rues qui peuvent être proches de l'événement où ça s'est passé, et puis là vous prenez votre téléphone et vous faites tout le bottin. Voilà, je suis un tel, je travaille à France Soir, je fais une enquête sur... Et là, honnêtement, chaque fois que vous décrochez le téléphone, vous prenez votre souffle, et puis, parce que 9 fois sur 10, vous vous faites raccrocher au téléphone. Et donc, je me souviens d'un fait divers d'une dame qui avait étranglé son mari. Voilà. Et donc, il fallait recueillir des témoignages du voisinage. J'avais juste l'adresse du lieu d'habitation, donc il fallait trouver des gens qui habitaient à côté, en face. Bon, voilà. J'étais plutôt fière d'avoir fait ma petite enquête. J'avais obtenu des éléments et je rends mon papier. Et je me souviens très bien de mon rédacteur en chef qui prend mon article. Donc, évidemment, il n'y a pas d'ordinateur. À l'époque, on est en 83, ça n'existe pas. On dicte les papiers à une sténo. Ça paraît, j'ai l'impression que je vous raconte la dernière guerre mondiale, mais c'était ça. Donc, on avait des sténos qui étaient le premier public. On dictait l'article ou on le tapait à la machine. Mais plus souvent, on le dictait parce qu'on était très content d'avoir cette sténo qui était en fait, votre premier public, qui était votre premier lecteur ou votre premier auditeur. Et je me souviens très bien d'apporter mon article. Le rédacteur en chef le lit.
Et il me dit, t'en es fière? Je dis, oui, je suis plutôt contente de ce que j'ai... Il me dit, tu veux savoir ce que j'en pense? Je dis, oui, évidemment. Et il me dit, j'en pense ça. Tu le refais. Honnêtement, c'est super violent. Hein. J'avais 23 ans, 22 ans, 23 ans. C'est super violent, mais c'est super formateur. Voilà. Et avec le recul, c'était un bon article ou pas? Alors, l'édition 2 était meilleure que l'édition 1. Donc, voilà. Évidemment, aujourd'hui, on ne ferait pas ça. J'ai eu beaucoup de stagiaires dans ma vie de journaliste. Je ne faisais pas ça. Mais, voilà. Il y avait une forme de violence à l'époque, sans doute, dans le marché du travail ou dans la relation à son supérieur qui n'était pas celle qu'on peut avoir aujourd'hui. Et qu'est-ce qui s'est passé donc ensuite? Donc, vous devez partir? Je dois partir, je suis au chômage. Je fais des piges. Je fais des piges pour Le Point, je fais des piges pour Le Figaro. Et puis, assez vite, il y a un projet de quotidien qui se crée, qui est un quotidien du soir, qui se crée, qui était un quotidien concurrent du Monde, qui s'appelait Paris ce soir. Et je suis recrutée au service économique. Et là, je me dis, ah, voilà, je commence à aller dans mon univers. Et puis, malheureusement, ce quotidien a duré très peu de temps, puisque nous avons eu 22 numéros. Donc, ça a été effectivement... très court. Pour un quotidien, c'était très court. Donc, rechômage, repige. Et puis, je trouve un job pas dans un quotidien, dans un hebdomadaire d'information professionnelle qui s'appelait La Dépêche commerciale et agricole. Et je fais mon trou dans ce quotidien, qui était un quotidien économique agricole. Et dans ce quotidien, j'étais chargée des cotations à la bourse de commerce. Donc des cotations des cotations de blé, de farine de blé, enfin voilà, tout ce qui sert aux agriculteurs, tout ce qu'ils produisent, qui vient ensuite se coter, ou tout ce qu'ils achètent qui est coté. Et les sessions de cotation se passaient à la bourse de commerce, devenue aujourd'hui la collection Pinault. Et je me souviens, on passait les coups de fil, j'allais interviewer des gens. Et en fait, je me suis fait le trou dans ce secteur-là. Je suis devenue une spécialiste de ce secteur-là. Et quand les Échos m'ont recrutée en 88, c'était parce que j'étais spécialiste de cette question-là. Excellent. Donc en fait, voilà, là le rêve se réalise. Les Échos cherchent quelqu'un qui soit spécialiste de la cotation et voilà, me voilà. J'arrive aux Échos, je signe mon contrat. On est en 88, le rêve commence à se réaliser. Et est-ce que vous vous rappelez de votre première mission quand vous êtes arrivé honnêtement, non. Je ne m'en souviens pas, mais je me souviens que c'était formidable parce que j'ai beaucoup voyagé. Voilà. Et très vite, j'ai changé de secteur. En fait, ma grande chance aux Échos, c'est d'avoir connu une carrière où j'ai changé quasiment tous les 2 ans de job. C'est-à-dire que 2 ans après, on m'a dit bon, tu vas laisser l'agriculture et tu vas couvrir le retail. Et ça a été formidable parce que c'était la naissance. Enfin, c'est plus que la naissance, mais c'était l'explosion à l'international des grandes enseignes françaises d'hypermarchés. Et là, j'ai voyagé dans le monde entier parce que c'était Carrefour qui ouvrait en Chine, c'était Carrefour qui ouvrait au Japon, qui ouvrait aux États-Unis, qui ouvrait en Amérique latine. Des enseignes qui ont aujourd'hui disparu, type Euromarché, Mammouth, Continent, des enseignes que vous n'avez certainement pas connues, mais qui étaient des grandes enseignes d'hypermarché à l'époque et qui se développaient partout dans le monde parce que la France avait un vrai savoir-faire dans ce domaine-là, dans le domaine de l'hypermarché. Et donc, ça a été formidable. Donc, j'ai fait ça pendant 4 ans. Et les Échos, oui, parce que maintenant, c'est digital, mais là, c'était vraiment pour écrire des articles. Absolument, au quotidien. Au quotidien. Donc, voilà, un entraînement à écrire tous les jours des articles, voilà, qui étaient plutôt assez longs, d'ailleurs, parce qu'à l'époque, les articles étaient plutôt longs dans les Échos. Donc évidemment, toujours pas d'ordinateur dans ma vie. Hein. Les ordinateurs sont arrivés... quand je suis arrivée aux Échos, c'était encore des sténos, en 88. On commençait il y avait quand même des machines à écrire. Moi, j'étais passée à la machine à écrire. Les ordinateurs sont arrivés au début des années 90. Et ça a été une vraie révolution. Hein. Je veux dire... La plupart de nos rédacteurs en chef ont commencé à taper comme ça, voilà. Donc c'était plus long.
forcément. Mais moi, j'avais déjà, l'agilité. C'est peut-être le violon. Pardon, c'est peut-être le violon, voilà, certainement. Et je ne sais plus pourquoi je vous raconte ça, mais donc voilà. Et j'ai fait ça jusque dans les années 94-95. Et puis 95, nouveau chambardement. Et là, les Échos lancent des pages enquête. Donc, il faut savoir qu'effectivement, avant, les Échos, c'était vraiment des papiers au quotidien. Et tout d'un coup, ils se disent, on va offrir à notre lecteur des papiers plus longs, sur 2 pages, qui vont être un éclairage sur un sujet transversal, plus profond, donc une enquête. J'avais jamais fait ça. Et on me dit, est-ce que ça t'intéresse ? Oui, ça m'intéresse. Et là, donc, j'ai fait des enquêtes sur plein de sujets différents. Plus, ce qui m'intéressait, c'était à la fois d'écrire des papiers plus longs. Donc là, on était vraiment sur 2 pages des Échos. Hein. C'est des grands papiers. Moi, j'avais pas du tout l'habitude de ça. Et puis, sur des sujets auxquels j'avais jamais touché. Donc, et je me souviens que mon fait de gloire, ça a été une enquête que j'avais faite sur... Je me souviens du titre. C'était « L'ascenseur social existe-t-il toujours en France ?» Et donc, j'avais été voir plein de secteurs pour enquêter sur ce sujet-là. Et je me souviens que le jour où il est paru, j'ai une copine qui m'appelle et il y avait un journaliste très célèbre à l'époque qui s'appelait Yvan Levaille et qui faisait une revue de presse écoutée par la France entière qui était... alors j'ai un petit trou, est-ce que c'était sur Europe 1 ou est-ce que c'était sur France Inter ? Je ne sais plus. Mais en tout cas, elle était très écoutée et il m'a citée. Et il a dit, voilà, ce matin dans les Échos, il y a une enquête passionnante sur faite par Bénédicte Épinay, et du coup, mon téléphone a sonné, t'as été cité, enfin voilà, donc c'était formidable. Mon père l'avait écouté, ma mère l'avait écouté, donc voilà. Et donc j'ai fait ça 2 ans. Et puis à la fin des 2 ans, on m'a dit, il y a un poste qui se libère, c'est l'industrie du luxe. Est-ce que ça t'intéresse ? Et là, on est donc en 96. Kering n'existe pas, LVMH vient tout juste d'être créé. Enfin, voilà, on est au début du début de cette industrie, qui d'ailleurs s'appelle pas encore forcément industrie. Toutes ces entreprises sont familiales, de petite dimension. Donc en fait, je suis arrivée à un moment clé de cette industrie où l'explosion a commencé. Mais vraiment. On parle pas de marché en Chine, on parle pas de marché au Japon. Il y a pas de marché à l'international. Peut-être un peu aux États-Unis, mais donc je suis arrivée au bon moment dans cette industrie. Et donc là, donc vous allez changer totalement en fait. Donc, oui. Encore une fois, donc de secteur. De secteur. Et c'était pour encore journaliste sur juste cette industrie. Oui. Et donc là, c'était parce que le côté économique, oui. Différent, parce que ce qu'il y avait à l'époque, c'était surtout en fait, parce qu'il y avait de la presse pour le luxe, qui était plutôt souvent pour les femmes. Alors, on voyait les collections, pas à l'époque. Les hautes coutures. Enfin, de la presse dite luxe, il y avait de la presse féminine. Ouais, voilà. Mais c'est pas ce que j'appelle forcément de la presse luxe. Les défilés n'avaient pas du tout l'espèce de grand chambardement que c'est aujourd'hui. Ouais. Les défilés étaient confidentiels. Il n'y avait pas des téléphones portables. Il n'y avait aucun partage, les réseaux sociaux n'existent pas. Donc, il faut se mettre dans cette ambiance de l'époque. Le défilé se tient et vous avez le compte-rendu ou les photos du défilé. Alors, certes, dans le Figaro du jour, mais ensuite, il faut attendre le magazine du mois d'après, c'est-à-dire le Marie-Claire du mois qui suit. Ou ça n'a rien à voir avec ce que vous connaissez aujourd'hui. Le brouhaha... c'est pas péjoratif ce que je veux dire, mais le brouhaha qui existe aujourd'hui autour des Fashion Week n'existe pas à l'époque du tout. C'est quelque chose de ultra confidentiel pour une clientèle de Happy Few qui est quelques journalistes. Triés sur le volet. Les défilés se passent dans les maisons. Il y a 100 sièges. Donc, c'est pas du tout la même chose. Hein. Et donc là, vous arrivez un peu dans cette... Avant, évidemment, les réseaux sociaux qui sont plutôt, du coup, 15 années plus tard. Mais oui, comment vous avez vu des années 2000. Ouais. Parce que là, il va y avoir donc il y a Internet, donc on va avoir beaucoup plus de presse qui va se diversifier, si j'ai envie de dire ça. Enfin, si c'est correct. Et qu'est-ce qui se passe entre le moment où vous arrivez, quels étaient vos premiers articles, dans le sens, comme c'était économique, donc le luxe, mais avec un volet économique. C'était par exemple d'aller parler, je sais pas moi, à Monsieur Pinault et lui demander ceci ou cela.
Mes interlocuteurs, c'était les présidents de maison de l'époque, donc déjà Bernard Arnault, François Pinault, effectivement, les présidents de quartier de l'époque, j'ai plus les noms en tête, parce que maintenant c'est un peu loin dans mon esprit, mais les grandes maisons telles que vous connaissez aujourd'hui, qui étaient à l'époque des petites maisons, voilà, c'était ces messieurs-là, mes interlocuteurs, ouais. Absolument. Est-ce que vous vous rappelez d'un des premières interviews que vous avez pu faire avec, par exemple, Bernard Arnault? Je me souviens très bien de ma toute première rencontre avec Bernard Arnault, qui est arrivée très vite après ma nomination, puisqu'on m'a dit il y a quelques messieurs très importants à rencontrer, et Bernard Arnault en fait partie. Et j'ai même une anecdote rigolote sur ma rencontre avec Bernard Arnault, parce qu'évidemment, cette rencontre... tout le monde m'a dit tu vas rencontrer Bernard Arnault, et donc c'était plus les gens qui étaient stressés pour moi que moi. Du coup j'ai commencé à ressentir ce stress, et mon anecdote, c'est je me suis dit mais comment je vais m'habiller pour ce rendez-vous, en fait. J'étais pas très argentée à l'époque, j'avais un salaire modeste de journaliste, et du coup j'appelle ma mère. Et je lui dis, j'ai rien à me mettre pour ce rendez-vous. Et elle me dit, je te prête mon sac, au moins tu auras un beau sac. Et donc je prends le sac de ma mère, qui est un Kelly de chez Hermès. Et je ne me rends pas du tout compte de la faute de goût que je suis en train de faire. Et donc j'arrive très fière à ce rendez-vous avec mon sac Hermès. Et lui le voit tout de suite. C'était la première chose qu'il remarque. Et il me dit, vous portez un sac Hermès? Je dis oui. Et il me dit, mais pourquoi une jeune femme comme vous, donc je suis encore dans ma vingtaine, ou mon début de trentaine, eux viennent de lancer le Lady Dior, et il ne comprend pas pourquoi une jeune femme de mon âge porte... Parce qu'en réalité, en fait, ce n'est pas un sac que vous portiez. Bah non, pas du tout. Et donc je lui avoue très vite que c'est le sac de ma mère, ça le fait beaucoup rire. Et du coup, il appelle, son bureau était encore... au-dessus du magasin Dior, avenue Montaigne, il était à l'angle, je me souviens très bien de son bureau. Et du coup, il appelle le magasin, il fait monter un Lady Dior, et on pose les deux sacs sur la table, et pendant 1 heure, on a parlé de sac à main. Et j'ai découvert un monsieur d'abord extrêmement sympathique, qui connaissait parfaitement son produit. Les poches, il me dit, mais voyez là c'est beaucoup mieux, là on a fait une poche, là ceci, cela, mais voyez là, c'est pas adapté. Il connaissait parfaitement le Kelly aussi. Et du coup, on a parlé sac à main, voilà, pendant 1 heure. Et quand je me souviens, quand je suis revenue au journal, tout le monde m'a dit « Alors, comment ça s'est passé? Ça n'a pas été trop dur ?» Je dis « Ben non, on a parlé, c'était très très sympathique, même on a parlé sac à main. » Vous avez acheté un Lady Dior? Et non, j'ai pas acheté de Lady Dior, je n'avais pas les moyens. Et il me l'a pas offert non plus, donc, mais ça tombe très bien parce que je pense que je l'aurais refusé. Mais du coup, d'abord, je pense que du coup, on a eu vraiment un très bon relationnel tout de suite, et j'ai découvert un monsieur qui connaissait parfaitement ses produits, pour le coup, qu'on présentait comme un financier, mais qui est certainement un excellent financier, mais qui est aussi quelqu'un qui connaît très bien les produits. Oui, puis quelqu'un qui analyse bien, c'est connu. On sait qu'il va à la rencontre de tout le monde. Et puis ça l'intéresse. Je sentais que le sujet l'intéressait. Voilà. Les moustilles. Oui. Excellent. Et donc là, vous avez fait une succession de papiers avec des personnes de ce genre, qui dirigeaient des maisons, qui avaient... Oui, mais vous savez, à l'époque, on était déjà très vite dans... moi, je me souviens que la première très grosse affaire que j'ai eu à couvrir, c'était la bagarre pour le contrôle de Gucci entre M. Pinault et M. Arnault. Et là, je les avais tous les jours, pendant 1 an et demi qu'a duré cette bagarre, je les ai eus tous les jours, tous les deux au téléphone. Non. Et j'ai écrit, je pense qu'on pourrait retrouver dans les archives des Échos, tous les jours un article, parce que tous les jours, il y avait un rebondissement. C'est génial. Donc, le cœur devait palpiter. Oui. Bah oui, parce qu'en plus, mon rédacteur en chef me demandait évidemment tous les jours un suivi. Donc, il y avait une pression aussi à raconter tous les jours quelque chose. Donc, ça a été quelque chose de passionnant. Et comme vous le savez, finalement, François Pinault l'a emporté. Ouais. Mais c'est dingue parce qu'aujourd'hui, on se dit... Est-ce que vous pensez que... c'est plutôt des directeurs de cabinet ou des choses comme ça, qui vont aujourd'hui prendre la parole avec des journalistes. Est-ce que vous pensez que ce que vous aviez fait à l'époque est faisable encore aujourd'hui? Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des cours autour de ces présidents.
mais je pense que mes consoeurs et confrères d'aujourd'hui qui suivent le luxe ont quand même une facilité à pouvoir parler au président qui est toujours là. Même eux ont besoin de parler. Oui, absolument. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, ils sont équipés de PR dans tous les sens, de chief of staff, enfin voilà. Il y a effectivement beaucoup de personnes autour maintenant qui sont aussi là pour protéger. Donc l'accès est peut-être moins direct que de mon temps. J'avais le téléphone de la secrétaire de Bernard Arnault, Karine, et Karine, on l'appelait, et si Bernard Arnault était disponible, on l'avait instantanément. Ou c'était Bernard Arnault, je me souviens parce que j'en ai parlé avec Karine, que j'ai revue très récemment, et pendant la bagarre Gucci, pour le contrôle de Gucci, je dis Karine, vous vous souvenez que vous m'avez appelé un jour en me disant demain vous n'aurez pas Monsieur Arnault parce qu'il sera dans un vol, il va aux États-Unis. J'ai dit très bien, merci de m'avoir prévenu, comme ça je verrai si j'ai que Monsieur Pinault en ligne, je ferai peut-être pas de papier parce que du coup j'aurai pas les deux voix du chapitre. Et puis le lendemain, en plein milieu de la journée, Karine m'appelle, elle me dit est-ce que je peux vous passer Monsieur Arnault? Je dis mais Karine, je croyais qu'il était dans un vol. Elle me dit oui, mais je vous le passe de son avion, il veut vous parler. Et donc, c'était très drôle parce qu'il était coincé dans un avion pendant les 7 heures que durait le vol. Et comme cette affaire, qui était quand même diablement importante, Gucci le maintenait en pression, il voulait m'avoir en ligne pour savoir si j'avais eu Monsieur Pinault. Excellent. Et donc, j'ai dit, non, j'ai pas eu Monsieur Pinault, mais... Comment vous faisiez dans ces moments? Là, c'est une question curieuse. Mais comment vous faisiez pour garder votre objectivité et aussi ne... les deux versions, en fait. Oui, mais même, forcément, il vous demande qu'est-ce que vous avez dit, Monsieur Pinault, donc vous ne dites rien. Ah non. C'était pas comme, on va dire, un arbitre. C'était juste, vous êtes là, vous écoutez. C'est le métier de journaliste. Je ne dois pas prendre parti. Donc, j'écoute les deux voix au chapitre. Évidemment, je trahis ni ma source 1 ni ma source 2. Mais je ne vais pas raconter... Je veux dire, je ne suis pas actrice de cette bagarre pour le contrôle de Gucci. Je suis juste la spectatrice en écoutant les voix de l'un et de l'autre. Donc, je ne peux évidemment pas trahir aucune de mes sources. Bien sûr. Donc, voilà. Oui, c'est les règles de déontologie. Oui, ça pour le coup, la déontologie... Parce que comme c'était facile peut-être pour eux de vous demander, mais attendez, ou de faire, comment on appelle ça quand on fait des... Ou de faire pression, le faux pour avoir le vrai. Oui, mais non, faut pas être naïf. Moi, je suis très nulle là-dessus. Non. Ah, excellent. Et ok, donc là, vous avez notamment ces deux grands monsieur quand même de l'industrie du luxe français, mais aussi d'autres, parce qu'il y a par exemple la famille Hermès. Vous parliez tout à l'heure que vous avez vu, je ne sais plus qui chez Hermès. Donc en fait, vous avez constitué un réseau et aussi, je pense, une crédibilité qui est incroyable vis-à-vis de ces personnes-là. Comment vous avez vu cette évolution? Elle est incroyable en fait, l'évolution de ce secteur, parce que on est passé d'un secteur artisanal à aujourd'hui un secteur mondialisé qui a internalisé tout ce qu'il pouvait internaliser, y compris le retail. Il y a 25 ans, 30 ans, vous aviez des multimarques partout qui diffusaient dans un même magasin toutes les marques. Et aujourd'hui, ça a quasiment disparu. Enfin, oui, ça a disparu, mis à part les grands magasins, et au profit de réseaux organisés, appartenant aux maisons. Et puis l'internationalisation, ça a été spectaculaire. J'en discutais hier ou avant-hier. J'étais à l'inauguration à Shanghai de Plaza 666, qui est le premier mall de luxe ouvert à Shanghai. Je m'en souviens comme si c'était hier. Et c'était quelque chose de phénoménal parce que toutes ces maisons étaient ensemble dans un premier mall en Chine. Et voilà. Et on sentait que c'était le début de quelque chose qui allait arriver. Donc, oui, ça a été incroyable de vivre cette évolution. Je lisais l'autre jour une interview de Pierre-Alexis Dumas, qui est le directeur artistique d'Hermès, et lui racontait, et je m'en souviens très bien, que dans les années 90, tous les artisans, et il y en avait moins de 100 chez Hermès, étaient au 24 Faubourg Saint-Honoré. C'est-à-dire ils étaient au-dessus du magasin. Et ça suffisait à la production. Il n'y avait pas de liste d'attente pour avoir un Kelly.
Vous arriviez au magasin, vous en vouliez un, vous en aviez un. Et ils étaient fabriqués juste au-dessus du magasin. Donc aujourd'hui, chez Hermès, il y a plus de 4000 artisans. Ils sont évidemment plus au-dessus du magasin, puisque le magasin lui-même, il a gagné les étages, il s'est développé. Donc ça, c'est incroyable quand on repense à ça, parce que c'est pas si vieux, les années 90. C'est voilà, 30 dernières années. Donc, c'est un secteur qui a connu un bouleversement absolument spectaculaire sur une période finalement assez courte. Et d'ailleurs, nous, on est en train de travailler au comité Colbert sur nos 70 ans, parce qu'on fête nos 70 ans cette année, et donc on a fait une plongée dans nos archives. Et ce qui est intéressant de comprendre, c'est comment le comité Colbert, que je dirige aujourd'hui, a accompagné cette internationalisation du secteur par des actions à l'étranger. Voilà. Donc, oui, c'est vraiment un secteur qui a explosé, bon, comme d'autres, hein, mais celui-là particulièrement. Celui-là, puis surtout français. Oui, alors voilà, enfin, effectivement, c'est une fierté française, c'est un savoir-faire français. Oui, absolument. Je trouve ça génial de se dire que vous étiez littéralement aux premières loges et vous avez... la plupart des gens vont lire un magazine pour savoir ce qui se passe dans l'actualité. Et vous, sur ce domaine-là, en fait, c'est vous qui la faisiez. Donc, je trouve ça... J'ai le background, en tout cas. J'ai cette connaissance de... Voilà, ouais. Et comment ensuite vous avez évolué sur les échos? Parce qu'il y a eu les créations des séries limitées, etc. Oui, alors séries limitées, c'est 99. En fait, je me souviens... Avant, vous êtes journaliste, vous couvrez le domaine. Le domaine, voilà, donc avec des papiers quasiment tous les jours. Et puis en 99, donc les échos appartenaient à cette époque-là au Financial Times. Et le Financial Times avait un magazine mensuel qui s'appelle toujours d'ailleurs How to Spend It, qui est un magazine grand format, comme les séries limitées, qui était mensuel et qui, tous les ans, remportait le Grand Prix de la presse magazine en Angleterre. Et c'était vraiment un succès, c'est le magazine dont on parlait. Et donc Nicolas Bétou, qui était le patron de la rédaction des Échos à ce moment-là, de retour d'un voyage à Londres, me dit Londres nous presse, le Financial Times nous presse de sortir le How to Spend It français. Est-ce que ça t'intéresse? Tu couvres le luxe, ça nous semble logique que ce soit toi qui fasse ce projet. Et je dis oui, bien sûr, ça m'intéresse. Je trouve ça passionnant. Donc je suis allée passer un peu de temps avec la rédactrice en chef de ce magazine à Londres pour comprendre comment elle fonctionnait. Et puis ensuite, je suis revenue voir Nicolas. Je lui ai dit, écoute, oui, vraiment, ça m'intéresse. Donc je me souviens très bien, on était en juillet. Et il m'a dit, tu as carte blanche au mois d'août pour... faire tout ce que... acheter des magazines, te nourrir, voilà, tout ce que tu veux. Mais en septembre, tu reviens avec un concept et un sommaire. Et donc, j'ai passé l'été avec mon mari. C'était drôle, parce que comme mon mari était journaliste, on avait cette passion commune de travailler les concepts. Donc, on a lu beaucoup de presse tous les deux, on en a beaucoup parlé tous les deux. Et en septembre, je suis revenue avec le concept de série limitée et un premier sommaire. Et on a sorti le premier numéro le 4 décembre 99. Et est-ce que vous pourriez nous raconter, derrière tout ça, comment s'est préparé ces 4 mois et pourquoi série limitée? Alors, série limitée, c'est l'idée de génie de Nicolas Bétou. J'avoue que sur le coup, ça m'a semblé bizarre. Et en fait... finalement, c'est quand même très bien. C'était une très bonne idée parce que série limitée, c'était le concept de une voiture qui lance une série limitée, par exemple. Ça va forcément être un club restreint des gens qui vont acheter cette série limitée. Donc, c'était cette idée du club restreint de lecteurs, voilà, qui vont se retrouver dans la lecture de ce magazine qui était destiné à quelques happy few qui vont comprendre de quoi on parle. Voilà. Alors, il faut se remettre aussi dans le contexte de l'époque. Il y a très peu de magazines, enfin, il y en a quasiment, mis à part les Figaro, qui existent déjà, Madame Figaro et le magazine. Il n'y a aucun autre magazine de fin de semaine avec cette idée de parler de l'industrie du luxe, des voyages, du design. Ça n'existe pas. Dans un volet économique aussi. Alors, un peu des deux. Un peu des deux. En fait... le magazine aujourd'hui a évolué vraiment sur l'art de vivre, a lâché la partie un peu économique. Mais moi, mon idée de départ, c'était de dire, le lecteur des Échos est un chef d'entreprise. Et le week-end,
il va vouloir lire, certes, de l'art de vivre, mais avec une petite teinte d'économie. Donc, c'était ça mon concept. Tu travailles moins parce que c'est le week-end. Voilà, mais quand même, voilà, on va te parler d'art de vivre et on va te parler de luxe et de voyage, mais quelque part, il va quand même y avoir des petites pointes d'économie. Et on l'a lancé en trimestriel et on a assez vite basculé en mensuel parce que le succès tout de suite était là, en fait. Les annonceurs étaient là, les retours des lecteurs étaient excellents. Et comment vous avez fait le setup, entre guillemets, de ce magazine? Donc, parce que vous n'étiez pas la seule à devoir couvrir tout. Là, vous êtes devenue éditeur en chef, rédacteur en chef, rédactrice en chef. Rédactrice. Et donc là, vous aviez vos journalistes, vous avez constitué une équipe. Alors j'avais une équipe de pigistes, j'avais pas un budget démesuré. Donc au départ, ça a été un peu fait de fil et d'aiguilles, voilà, un peu bricolé, mais quand même joliment bricolé. Et puis assez vite, on s'est professionnalisé. J'ai recruté, voilà, une équipe. Pardon. Après, il est devenu rentable. Il est devenu rentable, mais je pense qu'on a dû faire nos premiers shootings de mode au bout de 7-8 ans. On les a pas fait tout de suite parce que ça coûte très cher de faire un shooting de mode. Donc voilà, donc là on a vraiment attendu un peu de temps. Oui, donc c'était quand même un volet qui était... vous repreniez donc par exemple des photos des maisons? Oui, absolument, on travaillait avec les photos des maisons. Donc c'était pas totalement satisfaisant, mais voilà, comme il y avait finalement assez peu de magazines concurrents dans ce domaine-là, c'était toujours mieux que rien, quoi. Voilà. Donc voilà. Et puis voilà, de fil en aiguille, on s'est effectivement beaucoup professionnalisé. Et puis, jusqu'au jour où j'ai proposé, Nicolas Bétou est parti, est arrivé un nouveau président du groupe Les Échos, les Échos ont été revendus, donc on était plus... voilà, comment ça s'était fait, ça? Qu'il a racheté en 2007. Voilà, le Financial Times a souhaité revendre, Bernard Arnault s'est positionné, et donc voilà. Et du coup... Est-ce que vous, en tant que... de base journaliste et à ce moment-là rédactrice en chef d'un magazine qui parle de luxe, donc avec un twist économique, mais moins, est-ce que vous avez senti ou une peur de me sentir je vais peut-être être moins libre? Finalement, pas forcément. C'est forcément des questions qu'on s'est posées au départ. Mais l'actionnaire a tout fait pour nous rassurer et a mis les structures en place pour que voilà, l'indépendance éditoriale soit garantie. Donc voilà, moi après j'ai continué mon travail tel que je le faisais. Voilà. Et donc moi ça n'a pas changé ma manière de travailler. Et puis un nouveau président du coup arrive, il s'appelle Francis Morel. Et il reçoit tous les patrons de la rédaction individuellement et pour leur demander voilà s'il y avait un projet à mettre en place, lequel serait-il. Et moi j'ai dit j'aimerais beaucoup lancer un hebdo qui s'appellerait les Échos Week-end, parce que je dis en fait le problème d'un mensuel, c'est qu'on est toujours en retard d'une actualité en fait. L'actualité va aujourd'hui beaucoup plus vite. Entre-temps, le digital est arrivé, les portables, les réseaux sociaux, et donc j'ai l'impression qu'on rame toujours après l'actualité. Donc voilà, et je pense qu'il y a réellement une place pour un news, un hebdo, les Échos. Et il m'a dit OK, très bien. Et donc du coup, on l'a lancé. Alors je sais plus du tout les dates. On l'a lancé dans une première version. Les Échos est un quotidien en 2 cahiers. Comme le Figaro, qui est en 3 cahiers, un cahier micro et un cahier macroéconomique. Et donc, le supplément week-end venait le vendredi en 3e cahier, donc sur un papier journal. Et donc, on l'a lancé en mode test. Et puis, nous, la manière dont on a de voir si ça marche, c'est est-ce que les annonceurs vont être en rendez-vous. Et les annonceurs ont tout de suite été au rendez-vous, mais ils ont tout de suite dit aussi, c'est dommage que ce soit un papier journal. Ce serait quand même plus sympa si c'était un vrai magazine. Et donc, assez vite, on a constitué un petit pool de rédacteurs en chef autour d'Henri Gibier, qui était directeur de la rédaction à l'époque, et avec Laurent Guez, qui était un confrère qui était sur la partie purement business. Et donc, on a constitué une petite team à nous 3, et on a travaillé sur les Échos Week-end tels que
vous l'avez encore aujourd'hui, tel qu'il existe aujourd'hui, parce que finalement, la formule, elle n'a pas bougé depuis 10 ans qu'existe ce magazine. C'est toujours, la maquette n'a pas bougé, elle est toujours la même, enfin voilà, mis à part des évolutions. Donc je suis plutôt fière, parce que ça veut dire que ce qu'on a créé en 2015, en 2015, oui, donc ça fera 10 ans l'année prochaine, a toujours du succès aujourd'hui. Donc ça, c'est une immense fierté d'avoir créé ce magazine, qui pour le coup est un magazine économique, revendiqué comme tel, mais avec une rubrique culture, une rubrique lifestyle et une rubrique bien-être. C'est-à-dire qu'on a un peu la globalité de l'actualité ou des nouveautés résumées voilà. Le week-end. Mais avec des partis pris éditoriaux très forts. C'est-à-dire que vraiment, on faisait des choix dans l'actualité, parce que d'abord, il ne faisait pas 300 pages. Voilà, il y avait vraiment des partis pris éditoriaux très très forts. Et ça reste le cas aujourd'hui. Ouais. Je pense que c'est pour ça que ce magazine fonctionne si bien, c'est que les partis pris sont encore très forts, la maquette est très identifiée, la une est très identifiée, donc ouais. Et donc là, à chaque fois, vous en tant que rédactrice, et après vous êtes passée aussi... Je suis directrice déléguée de la rédaction. Et donc là, en quoi consistait votre en fait, mon rôle était un rôle de supervision des 2 magazines, parce que du coup, j'avais 2 magazines, et il fallait que les 2 voilà, ne se fassent pas d'ombre, que... alors parfois le même sujet mais était traité de 2 manières différentes, voilà. Donc je supervisais tous les contenus luxe, lifestyle. Vous aviez des culture. Rédacteurs en dessous? Absolument, oui. Alors pour le coup là j'avais des grosses équipes. Ouais, ok. Ouais. Ah oui. Et ensuite donc il y a les journalistes, ouais. Il y a les personnes qui vont faire aussi les mises en page, ouais. On va dire la direction artistique. Absolument. Voilà. Ouais, ouais. Et après donc il y a le côté aussi donc annonceurs. Qui vont donc là... Qui est aussi d'une certaine manière sous la responsabilité du directeur délégué de la rédaction, parce qu'un annonceur décide d'annoncer dans un magazine parce que la ligne éditoriale lui plaît, parce que le lecteur l'intéresse. Mais voilà, c'est aussi c'est pas un travail de concert, mais c'est un travail en équipe. C'est-à-dire que moi, je faisais énormément de rendez-vous annonceurs pour aller vendre ma petite marchandise, si je puis dire, aux annonceurs, en disant, voilà, l'année prochaine, on a décidé de faire ci, de faire ça, et de présenter à l'annonceur. Comment ça se passe un contrat avec un annonceur? Par exemple, on va prendre donc les séries limitées, luxe. Qu'est-ce que vous appelez annonceur? Ah ben, ce sont les grandes... Alors, c'est soit les centrales d'achat d'espace, qui ont plusieurs clients. Donc, soit vous négociez avec, vous discutez avec la centrale d'achat d'espace, soit vous discutez avec un client en direct. Voilà, il y a ces 2 cas de figure. Mais c'est évidemment pas le patron de la rédaction qui négocie, c'est le directeur de la publicité. Voilà, d'accord, ok. Donc oui, fort heureusement, c'est pareil, on ne mélange pas le genre. Mais en revanche, là où moi j'avais ma responsabilité, c'était de présenter la revue, les projets, les sujets à venir. Votre vision. Voilà, ma vision. De vendre en fait votre produit. Absolument. Et après c'était les négociations à part. Absolument, okay. Ouais, auxquelles je n'assistais pas. Ah, ok. Et ensuite, votre évolution? Et donc, ensuite, au niveau des Échos, on m'a proposé en 2016 de prendre la direction générale d'une société qu'on venait de racheter, qui s'appelait Pelham Media, et de prendre la direction générale de tous les contenus luxe de cette société. Et donc voilà, et donc j'ai fait ça 4 ans, jusqu'à un coup de fil d'une chasseuse de tête, voilà, qui m'a appelée. On était fin 2019, voilà, en me disant voilà, on cherche quelqu'un pour diriger le comité Colbert. Est-ce que ça vous intéresse pas, et auquel cas merci, au revoir, ou est-ce que ça vous intéresse, et auquel cas c'est voilà, on va se voir. Et donc j'ai dit ça m'intéresse. Pourquoi? Parce que je pense que dans la vie il y a un temps pour tout. Voilà, je pense que j'étais arrivée peut-être au bout de mon chemin dans le journalisme. Je pense qu'avoir une proposition comme celle-là, à l'âge qui était le mien, c'est-à-dire 58 ou 57, c'est juste génial, parce que c'est généralement là, à un âge où on ne fait plus de propositions.
Donc, j'ai considéré que c'était voilà, une proposition en or. Donc, Et quelle était la proposition exacte? de diriger le comité Colbert. Donc voilà, après... Mais entre ce qu'était un peu le comité et ce qu'il est maintenant, en fait, il n'y avait pas... il y avait un but particulier Alors, il n'y avait pas de but particulier, mais on va dire que moi, j'ai dû présenter une stratégie. Voilà. C'est-à-dire que ils m'ont choisi, moi, je pense que c'était aussi... alors, à la fois ma personnalité, et puis là où j'avais envie d'emmener le comité Colbert. C'était ça aussi, je ne sais pas contre qui j'ai disputé la finale ou les demi-finales, mais en tout cas, je pense que la vision que j'apportais, que j'ai dû présenter, a certainement compté dans le choix qui a été fait de ma personnalité. Pour vous, à l'époque, quel avait été pas le défaut, mais on va dire vraiment l'axe sur lequel vous vouliez absolument travailler? Alors, moi, ce qui m'a frappé, c'est que, on va dire que j'ai démarré mon enquête sur le comité Colbert comme si j'étais journaliste. Et donc, je suis allée voir sur Internet quel était le bruit et la rumeur qu'il y avait sur le comité Colbert. La réputation, voilà. Qu'est-ce qui se passait sur Internet sur le comité Colbert? Et en fait, ça a été assez simple, il ne se passait rien. Donc, le comité Colbert était déjà un club ultra prestigieux. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'était une association qui regroupait quand même le meilleur des maisons de luxe françaises, qui existait donc déjà depuis plus de 60 ans, qui avait prouvé par tout un tas d'actions à l'international, qui avait prouvé son utilité. Mais je pense que les limites de l'exercice, c'est que tout ça se faisait, de manière un peu silencieuse. Un écosystème fermé. Voilà, un peu fermé, une espèce d'entre-soi. Et je pense que les présidents des maisons ont sans doute exprimé leur besoin d'ouvrir un peu les portes, un peu les fenêtres, tirer les rideaux, et que ça se sache un peu plus. Et moi, je suis précisément arrivée avec cette idée-là, de dire... En fait, je suis surprise parce que quand on recherche des éléments sur le comité Colbert, en fait, on n'en trouve pas. Et même le site Internet était une espèce de page Word fermée. Tout se passait dans un intranet qui était fermé. Enfin, voilà, les codes d'accès. Donc, le visiteur lambda du site Internet n'avait aucune information. Donc, j'ai dit, moi, en tout cas, ce que je vous propose, après, vous achetez pas, c'est d'ouvrir la porte, de dire, en fait, mince, tous ensemble, on représente ce que la France a de meilleur à offrir. Donc, faisons-le savoir, donnons-le à voir, racontons ça. Il n'y avait pas d'Instagram, il n'y avait pas de compte LinkedIn, il n'y avait donc même pas de site internet digne de ce nom. Donc, c'était vieillot. Donc, c'était un peu vieillot. C'était pas à la page. Alors, c'était pas à la page, et puis surtout, pour moi, c'était pas à la hauteur de l'enjeu. Même si il se faisait beaucoup de choses, mais en fait, c'était le faire savoir qui n'était pas au rendez-vous. Le faire savoir n'était pas à la hauteur des actions qu'il menait, parce qu'il faisait beaucoup de choses. Mais voilà, il fallait passer un cap dans le faire savoir. Et est-ce que vous pouvez nous présenter donc qu'est-ce que fait le comité Colbert? Alors, le comité Colbert a été créé en 1954 à l'initiative de Jean-Jacques Guerlain. On est quelques années après la guerre. Cette industrie a souffert comme d'autres du conflit mondial. Il faut recréer une nouvelle force de frappe dans les ateliers parce que les artisans sont morts au combat. Les marchés à l'étranger se sont tous taris. Le peu de marchés qu'il y avait à l'étranger, ils se sont évidemment refermés. Donc, il faut recréer les conditions d'une industrie du luxe florissante. Donc voilà. Donc l'idée de Jean-Jacques Guerlain, qui est quand même une idée géniale, c'est de se dire, on a en France tout un écosystème de fédérations qui existe déjà. Il y a une chambre syndicale de la couture, il y a une fédération des vins et spiritueux, il y a une fédération des entreprises du parfum et de la beauté. Tout ce tissu-là existe, mais ils sont chacun organisés verticalement. Donc l'idée de Jean-Jacques Guerlain, c'est de dire, il faut désiloter et organiser, créer une association qui soit horizontale et on rassemble tout le monde parce qu'en fait, on ne sera jamais plus fort que tous ensemble. Donc c'est quand même assez innovant à l'époque. 15 membres fondateurs qui sont des petites maisons à l'époque parce que Hermès était une toute petite maison. Dior avait été créé quelques années plus tôt. Cartier était encore une petite maison. Enfin voilà, donc 15 membres fondateurs
Et puis, ils décident de se concentrer sur 2 sujets essentiels, qui sont le rayonnement à l'international de cette industrie, donc réouvrir les marchés, faire des choses, montrer, donner à voir à l'export. Et puis, quelque part, ce qu'on fait encore aujourd'hui, faire de la diplomatie culturelle. C'est-à-dire, voilà, montrer que c'est une industrie artistique et culturelle. Ce qu'on dit encore aujourd'hui, hein, on affiche clairement notre appartenance à l'écosystème des industries créatives et culturelles. Donc ça, c'est la première mission, donc l'international. Et puis la deuxième mission, c'est la préservation et la transmission de ces savoir-faire qui étaient déjà en danger à l'époque, puisque les artisans étaient morts au combat et qu'il fallait d'urgence créer des vocations chez les jeunes pour sauver des métiers d'art qui étaient potentiellement en danger. Donc, un peu le cas et ce qui est déjà toujours un peu le cas aujourd'hui. Donc voilà, donc pendant les 60 ans, il s'est passé beaucoup de choses. Et je vous donnerai juste un exemple. 1970, exposition universelle à Osaka. Alors ce qui est drôle, c'est que l'année prochaine, l'exposition universelle se tient à nouveau à Osaka, mais c'était le cas en 70. Le comité Colbert y va et on a un pavillon des parfums. Et on emmène toutes nos maisons de parfums se faire connaître au marché japonais, alors que, évidemment, aucune de nos maisons n'est implantée là-bas. La parfumerie française au Japon n'existe pas, et elle n'existe pas pour une bonne raison, c'est que les Japonais, à l'époque, ne se parfumaient pas. La parfumerie française au Japon est très nouvelle. Hein. Jusqu'à il y a 15 ans, les Japonais ne se parfumaient pas. Pour les Japonais, ce qui est important, c'est l'odeur de la peau. Donc, l'idée de se mettre quelque chose pour masquer l'odeur de la peau était un non-sens pour les Japonais. Donc, voilà. Donc, Donc, nous, on emmène toutes nos maisons se présenter aux Japonais. C'est un peu fédérateur. Oui. On va ouvrir un marché. On y va en groupe. Il y en a un qui arrive à mettre, on va dire, son empreinte. Eh ben, je vous emmène et on y va. Et alors, c'est une industrie très rare, pardon, je vous coupe, mais c'est une industrie qui a cette faculté que n'ont pas d'autres industries d'avancer en cluster ou d'avancer groupé. C'est-à-dire que quand un centre commercial ou un mall s'ouvre, évidemment, aucune de nos maisons ne peut y aller tout seul. Parce que si vous avez un mall et puis qu'il n'y a qu'un magasin Hermès ou qu'un magasin Dior ou qu'un magasin Chanel, évidemment, ça ne va pas attirer les foules. Donc, un mall n'a de succès que s'ils y sont tous. Donc, ils avancent groupés. Ça ne veut pas dire qu'ils s'entendent, ça veut dire que, s'il y a un mall qui s'ouvre, évidemment, ils vont tous y aller en même temps. C'est vrai que d'un point de vue très extérieur, parce que la plupart des gens ne se connaissent pas au comité Colbert, on pourrait croire que les maisons sont toutes en guéguerre, toutes ne se parlent pas et que c'est vraiment des compétitions, alors qu'en fait... elles se parlent toutes quotidiennement. Elles se parlent toutes quotidiennement. On a de multiples sujets, et c'est ce qui fait qu'on existe encore 70 ans après. C'est que, évidemment, tout ce qui est d'ordre de la compétition, on le laisse à l'extérieur. Mais nous, on se concentre sur les sujets d'intérêt général, et on en a plein, en fait. La question de la vocation chez les jeunes pour choisir des métiers d'artisan, c'est un sujet qu'on partage tous. Alors, toutes nos maisons font des actions individuellement, mais on fait aussi des actions et un événement qu'on a créé il y a 2 ans qui s'appelle les Deux Mains du Luxe, là, on les rassemble toutes parce qu'en fait, elles ont toutes ce même message de revaloriser les métiers manuels. Donc là, on s'entend, on est tous d'accord pour dire ça. L'industrie du luxe, c'est rien demain si plus rien n'est fabriqué en France et qu'il n'y a plus personne pour pouvoir le faire. Je prends l'exemple du développement durable. On a tous en commun l'idée de préserver la planète. C'est un sujet qui nous rassemble et on fait ici, dans notre salle de réunion, beaucoup de réunions, justement, où on a tous les directeurs RSE de toutes nos maisons, de tous nos groupes, et ensemble, on discute, c'est quoi notre challenge ? Comment tous ensemble, on peut avancer ? Et donc là, on a décidé de tous avancer sur l'eau. Ça va être notre prochain grand sujet. Toutes nos maisons sont aujourd'hui concernées par le stress hydrique. Alors, ça paraît un peu bizarre parce qu'on vient de vivre un printemps extrêmement pluvieux, mais le stress hydrique guette toutes nos maisons. Comment ça ? Parce que, en fait, on a beau vivre un été très pluvieux, dans certaines régions de France, il n'y a plus d'eau. Et donc, pour les vins et spiritueux, c'est un problème quand vous avez des vignes. Pour des maroquineries ou des tanneries, si vous ne pouvez pas, pour une tannerie, l'eau est essentielle à l'existence d'une tannerie. S'il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de tannerie. Et puis après, le stress hydrique, vous l'avez aussi dans les champs de coton à l'étranger.
L'Inde vient de vivre un été de torpeur avec des températures à 50 degrés et un stress hydrique au maximum. Donc, le stress hydrique, pour toutes nos maisons, est devenu un sujet vraiment d'intérêt général. Après, les affaires publiques, c'est un autre gros sujet qui nous concerne tous, parce qu'on est tous... Alors, un sujet qui va vous parler, c'est la préservation de la propriété intellectuelle. On est tous, évidemment, ultra sensibles à la contrefaçon. Donc, c'est un sujet sur lequel, tous ensemble, on agit. Donc ça, c'est un groupe de lobbying qu'on a, et à Paris et à Bruxelles. On est très présent à Bruxelles. Donc c'est voilà, les sujets d'intérêt général, en fait, ils ne manquent pas. Et jusqu'à toujours ce que j'appelle toujours la diplomatie culturelle. On fait un événement à la fin de l'année à Shanghai. Donc vous savez que le marché chinois aujourd'hui est fragilisé. Le pays traverse une crise peut-être à la fois des mentalités et une crise économique liée notamment à la crise immobilière. Eh bien nous, on va venir faire là-bas un événement culturel, puisqu'on emmène des artisans de nos maisons qui vont venir là-bas faire des démonstrations. Donc c'est un peu l'arrière de la boutique. Le consommateur chinois connaît les produits finis, mais il ne sait peut-être pas que derrière des artisans, eh bien on emmène des artisans là-bas. Et surtout, là-bas, on va les faire dialoguer avec des artisans chinois d'exception. Et là, on est dans une forme de conversation, de dialogue, on resserre les liens. On n'arrive pas en disant « mais nous, on est les meilleurs, nous, les Français. » Mais regardez, il y a des personnes vous qui travaillent avec nous pour ça. Voilà. Et du coup, on a cette sorte de conversation. On a des savoir-faire très forts et vous les aimez puisque vous achetez nos produits, mais on reconnaît que vous avez aussi des savoir-faire incroyables. Eh bien, dialoguons. Et ça, c'est du dialogue culturel, c'est du soft power. C'est très important d'avoir, quand l'économie se grippe, d'avoir du dialogue culturel. Et c'était l'idée de génie de ce monsieur, dont nous portons le nom, puisque c'est Jean-Baptiste Colbert. Et Jean-Baptiste Colbert, qui était le ministre de l'économie de Louis XIV, donc on est au milieu du XVIIe siècle, il a cette idée de génie, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on est ensemble à parler du leadership de cette industrie. Il a cette idée de génie de dire une économie forte ne se conçoit pas sans une culture forte. C'est pour ça qu'il a créé les manufactures royales. C'est pour ça qu'il a créé... Joseph Duclos aujourd'hui. Pardon ? Comme la maison Joseph Duclos qui reprend un peu cette histoire. Voilà, alors on a fort heureusement toujours des manufactures royales comme Sèvres, comme Mobilier National, comme Les Gobelins, comme, enfin voilà, on en a, comme Baccarat et Saint-Louis qui sont nés des manufactures royales de cristal, enfin voilà. Donc il a cette idée de dire, je vais spécialiser la France dans des produits culturels de très haute qualité que je vais pouvoir exporter, d'où la création des compagnies françaises de l'Orient. Je vais pouvoir les exporter. Et comme mes bateaux vont aller en Orient, ils vont ramener des matières premières, des fleurs d'Inde, des épices. Et du coup, je crée un écosystème. Il a créé les académies, qui est extrêmement vertueux, mais qui a une composante économique et qui a une composante culturelle. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a beaucoup de pays qui nous disent « mais comment vous faites ? Comment ce lien ?» En fait, il est lié à l'histoire de France. Donc ça ne s'invente pas, ça ne s'est pas été fait d'un claquement de doigts. C'est que, en fait, c'est lié profondément à notre histoire. Et on ne s'en rend pas compte, mais on le porte tous intimement. Moi, j'ai un paquet de maisons au comité Colbert qui sont nées dans les années 1830 à 1850. Vraiment beaucoup, beaucoup. Et pourquoi ? Parce qu'en 1830 arrive, c'est la monarchie de Juillet et c'est la Startup Nation. Louis-Philippe a cette idée de dire, il fait un appel aux Français en disant « créez votre boîte ». Ah bah, ça a donné plein d'idées à plein de gens. Louis Vuitton, voilà, c'est comme ça. Christophe, c'est comme ça. La plupart de nos maisons de champagne, c'est à ce moment-là. Hermès, c'est à ce moment-là. Donc tout est lié, en fait. Les artisans se mettent à créer, absolument, à se mettre à leur compte, oui, et d'y aller. Et d'y aller. Donc, on a vraiment une histoire de France qui est liée à la naissance de cette industrie, de petites maisons devenues grandes, et puis ce lien très fort avec la culture qu'on a encore aujourd'hui. Enfin, vous voyez, toutes nos maisons ont des actions culturelles. Des fondations, des musées. J'étais hier au défilé haute couture de Chanel qui se tenait à l'Opéra de Paris, dont ils sont un des grands mécènes. Donc voilà, le lien entre le luxe et la culture, il est juste fondamental, mais il vient de là, il vient de très loin. Excellent. Ok. Et aujourd'hui, comment a évolué le comité dans le sens où combien il y a de membres,
types de membres. Je vous disais tout à l'heure que dans un des autres épisodes, on a Eric Vallat, qui, dans l'épisode du podcast, dit à quel point en fait, il est fier d'avoir réussi à avoir inscrit le cognac Rémy Martin. Et ce que je me disais, c'est pourquoi l'impact aujourd'hui d'une maison, lui, ça va l'aider pour la promotion, mais je me dis, aujourd'hui, c'est un cognac qui rayonne aussi déjà. En fait, ils ont quand même besoin, évidemment, Vuitton est plus connu à l'international que le comité Colbert. Ouais. Mais là où nous, on est important, c'est que Vuitton, en étant membre du comité Colbert, il hérite de cette histoire de France, dont il ne peut pas, lui, tout seul, se revendiquer. Donc, il hérite de ce collectif, il hérite de cette histoire portée par Colbert et qu'on porte aujourd'hui. Et il ne faut jamais oublier que toutes nos maisons, elles ont dans leur signature, Louis Vuitton, c'est Louis Vuitton Paris, Dior Paris, Hermès Paris. Donc, eux, ils peuvent raconter leur histoire à eux, mais le Paris, c'est moi qui le porte. C'est moi, c'est le comité Colbert qui le porte. C'est nous qui racontons cette appartenance à quelque chose qui est en fait plus grand qu'elle. Bien sûr. Au sens intellectuel et historique du terme. C'est en fait rassembler toutes les forces parce qu'on est plus forts ensemble et en même temps apporter on va dire ce focus. Si on met toute une énergie commune sur un même sujet, donc par exemple le stress hydrique, et ben en fait l'impact va être plus fort parce qu'on est plusieurs. Ah bah bien sûr, voilà. Et puis c'est une manière de dire, en fait, parce que je le vois, là on a encore lundi, on avait notre assemblée générale et on a 2 nouveaux membres, je ne peux pas vous dire le nom encore, mais vous n'imaginez pas la fierté de ces 2 maisons qui rentrent, parce que ça veut dire que voilà, ils font partie de cette histoire, en fait, de cette histoire du luxe et de l'art de vivre français. Comment une maison fait pour entrer au comité Colbert ? C'est un peu complexe, c'est un processus qui prend entre 6 mois et 1 an. Ouais. Alors d'abord, il faut qu'elle en fasse la demande. On a un certain nombre de critères à respecter, qui sont des critères objectifs, et puis après, il y a des critères subjectifs. Dans les critères objectifs, évidemment, il y a le fait d'être français, de naissance, c'est-à-dire... Que vous avez, il me semble, des membres... externes. Européens, mais qui sont pas membres de pleine... voilà, qui sont des membres à côté, affiliés. On a 6 membres européens qui viennent de pays où ils n'ont pas d'association du type de Colbert, donc on fait un peu d'asile politique, si vous voulez. Et nous, ça nous permet, quand on va à Bruxelles, voilà, faire du lobbying sur des projets de loi, on peut dire qu'on représente aussi la Grèce, parce qu'on a 2 membres grecs, ou la Tchéquie, ou l'Autriche, ou la Pologne, ou la Belgique, en l'occurrence. Donc, il faut être français, même si aujourd'hui l'actionnaire est étranger. Mais ce qui compte, c'est la naissance française et que la création se passe là. Voilà, que la création se passe toujours là. Parce que, par exemple, Cartier a un actionnaire sud-africain, comme vous le savez, mais la création se passe à Paris. Au Faubourg Saint-Honoré, ça se passe encore là. Oui, même si il faut que le cœur historique soit français sur son ADN, même si aujourd'hui c'est Richemont. Par exemple, Baccarat n'a pas d'actionnaire français, Lanvin appartient à des actionnaires chinois. Enfin voilà, aucun de nos palaces à Paris n'appartient à des actionnaires français. Donc voilà, mais on tient quand même à cette généalogie française et voilà et au fait que la création se passe encore là. Et en subjectif, par exemple. Ah ben non, si c'est subjectif, je peux pas vous le dire. Ah, ok. Voilà. Oui, c'est plutôt, le subjectif est secret. D'accord. Mais il est quand même fondé. Je veux dire, c'est pas j'aime pas. C'est pas ça. C'est vous avec le comité, les membres. Peut-être est-ce que cette personne. Alors moi je ne vote pas. Je suis celle qui apporte les candidatures. Je suis celle qui discute avec le candidat. Je fais un premier rempart, voilà. Mais ensuite, ce sont les membres qui décident, à commencer par la commission des nouveaux membres, qui est présidée par Guillaume de Seine, qui est le directeur général d'Hermès, puis le conseil d'administration, qui vote une première fois, puis l'assemblée générale qui vote derrière. Et qui sont les personnes des maisons qui sont au sein du comité Colbert, qui représentent... Ce sont les présidents. Alors en fait, beaucoup de personnes, parce que les personnes qui siègent au conseil et à l'assemblée, ce sont les présidents. Mais ensuite, nous, on anime énormément de réseaux. Donc on a un réseau des DRH, un réseau des RSE,
un réseau des directeurs affaires publiques, un réseau des directeurs de l'innovation, voilà, les artisans. Donc, et en fait, c'est un tout, en fait. Ça n'est pas qu'une conversation de président à président, en fait. C'est ça qui est intéressant. C'est pas un entre-soi de présidents qui se rencontrent et qui refont le monde. Non, c'est vraiment, on descend dans les, voilà, dans les strates. Oui, absolument. Voilà. Et comment fonctionne le business model du comité Colbert? Alors nous levons des cotisations, voilà, de nos membres. Une cotisation. Plus on est gros, plus on paye. Mais en revanche, on tient à cette règle depuis le début édictée par Jean-Jacques Guerlain, c'est une maison, une voix. Même si elle a la plus grosse cotisation, c'est quand même, voilà, je suis le président, je suis Pietro Beccari, président de Vuitton, je paye forcément une très grosse cotisation, j'ai une voix. Je suis Laurence Baumer, joaillier de la place Vendôme, beaucoup plus petite maison, j'ai une voix. Voilà, donc et c'est ce qui fait, je pense, que ça tient depuis 70 ans. Parce que tout à l'heure, vous disiez que vous aviez un actionnaire qui n'était pas français. Vous avez d'autres actionnaires ou l'argent que vous avez? Ah non, on n'a pas de, on ne tire de l'argent que de nos maisons. Voilà, oui. C'est pas mince. Okay. Non. Oui, c'est vraiment une association. Absolument. Ok, d'accord. On est une association loi 1901 reconnue d'intérêt général. Voilà. Ah oui, ok, très bien. Et quand vous parlez aussi du lobbying, est-ce que vous avez un exemple sur lequel vous avez aidé une maison Alors, on n'aide pas, nous, une maison, on aide un collectif. Maisons, voilà. Mais, par exemple, je ne sais plus, on m'avait parlé de, je ne sais pas si c'était une bêtise, mais par exemple que, justement, je crois à Bruxelles, ils voulaient absolument que tous les flacons de parfum soient standardisés. Oui, absolument. C'est pas possible. Sur la créativité. Alors, on est d'accord que ce n'était pas possible, et du coup, on a fait un lobbying intense, et voilà, parce que c'était une négation, ce projet de loi, qui était un projet de loi destiné à diminuer l'empreinte carbone des bouteilles. Et donc, en diminuant leur empreinte carbone, pour diminuer leur empreinte carbone, l'idée, c'était de diminuer le poids du verre, et du coup, de se mettre d'accord collectivement sur 10 bouteilles type, avec voilà, qui aurait une empreinte carbone réduite. Donc sur le principe, nous on est plutôt d'accord sur le fait de diminuer l'empreinte carbone des bouteilles, mais en fait, la solution choisie n'était évidemment pas la bonne puisque on enlève la créativité, on enlève la créativité et surtout on nuit à la propriété intellectuelle de nos maisons. C'est-à-dire que tous ces flacons sont déposés. Ah oui. Chanel donc, numéro 5, Guerlain, voilà. Chanel Bar, donc, et on peut évidemment pas imaginer que Chanel prenne les mêmes flacons que Dior, qui prendrait les mêmes flacons qu'Hermès. Donc voilà. Donc là, nous, on est utile et on y va tous ensemble. On y va tous ensemble, même. C'est là où on est encore plus utile, c'est que ce projet de loi touchait non seulement le parfum, mais touchait aussi les vins et spiritueux, les bouteilles. Donc là, pour le coup, nous, on crée une coalition et on embarque tout le monde. C'est-à-dire que plutôt que les parfums fassent leur lobbying d'un côté et les vins et spiritueux leur de leur côté, on y va tous ensemble. Donc c'est là où on est utile. Voilà. Et est-ce que vous pourriez nous parler aussi des études? Oui, alors on fait effectivement un certain nombre d'études et notamment une étude avec Bain annuelle sur la technologie. Et Joël qu'on a reçu. Voilà, avec Joël Montgolfier et ses équipes. Et l'épisode de cette année, donc l'épisode de l'année dernière, c'était la boutique du futur. Donc comment la technologie va venir bouleverser et bouleverse déjà la boutique. Vous ne serez pas surprise d'apprendre que le prochain épisode, c'est l'intelligence artificielle dans les maisons. Alors qu'elle soit analytique ou générative, on va s'intéresser aux deux intelligences artificielles et comment elles vont et comment déjà elles impactent l'opérationnel dans les maisons, ça c'est pour l'analytique, et puis la générative, comment elle pourrait, parce que là pour le coup on est plutôt sur du concessionnel, comment elle pourrait demain peut-être impacter la création, la créativité dans les maisons. Voilà. C'est que j'avais entendu, j'ai rencontré d'ailleurs, je ne me rappelle plus comment s'appelle la start-up qui est en B2B avec que les maisons de luxe ou de design, qui vont aller aider les stylistes ou designers à créer, par exemple, déjà émettre des patrons. À partir oui, mais c'est clair que l'intelligence artificielle peut être une aide dans la création de moodboards, par exemple, en allant capter la rumeur sur les réseaux sociaux. Ça peut être aussi une accélération dans toute la phase de prototypage, par exemple. Donc voilà. Donc c'est tout ça qu'on analyse pour essayer de comprendre à quel stade de l'évolution et d'adoption on en est. Parce que vous avez fait d'études aussi sur l'adoption de la technologie sur les maisons. Si je dis pas
pas de bêtises, où il y avait, je crois, genre 70 maisons. Absolument. Mais là, c'était il y a 2 ans. Ouais. Donc là, 2 ans plus tard, comme vous savez, ça va très vite. Ouais. Tout va très vite. Donc, c'était bien de faire ce petit point d'arrêt 2 ans plus tard, en disant, voilà, où est-ce qu'on en est, et notamment en se focusant sur l'intelligence artificielle. De toute manière, il n'y a pas aujourd'hui une maison qui... Même nous, on le voit, on en utilise, et c'est obligatoire. Parce que les maisons, elles vont travailler avec beaucoup aussi de prestataires ou de solutions. Oui, bien sûr. Donc, on regarde dans les entrailles d'une maison, on voit que les ERP, en fait, c'est compliqué, qu'est-ce qui ne va pas, le CRM. Aujourd'hui, c'est le next step. Et en fait, on se voit aussi que souvent, les maisons utilisent les mêmes, mais il y a ça qui ne va pas, il y a les franchises, il y a le wholesale. Et en fait, on a l'impression que nous, en tant que clients, de manière naïve, tout est simple. Et en fait, quand on ouvre, on se rend compte que... Non, c'est très complexe. C'est hyper compliqué. Oui, c'est très complexe. C'est des mailles hyper intéressantes et qui doivent ensuite évoluer ensemble ou pas. Voilà. Donc en fait, nous, quand on fait ces études-là, l'objectif, c'est d'être utile à nos maisons. C'est-à-dire de poser un constat, voilà. Une étude de marché sur un sujet. Oui. Donc voilà, et on vient de le faire il y a pas très longtemps. Là, on a fait une étude aussi sur la transmission du luxe avec Sociovision, l'IFOP et le Figaro. Et l'idée de cette étude qui a été faite en France, aux États-Unis et en Chine, c'était de comprendre comment la culture du luxe vient à la nouvelle génération, comment elle apprend en fait. Et notre grande surprise, c'était de découvrir qu'en fait les parents jouent malgré les réseaux sociaux. Parce qu'on pourrait voir que c'est les réseaux sociaux le premier. Eh bien non, en fait, alors on s'est intéressé à la jeunesse aisée, mais cette jeunesse aisée, on découvre qu'en fait, tous ces réflexes, elle les a attrapés via la famille, et que les parents jouent un rôle essentiel dans la compréhension de ces premiers, de cette première culture, des fondamentaux en fait de ces cultures, parce qu'ils vont dans un bon restaurant, parce que la table est joliment dressée, parce qu'ils voient leurs parents s'habiller chic pour aller à une fête, parce que peut-être ils vont voyager dans des jolis hôtels. Donc voilà. Donc c'était très intéressant, y compris pour nos maisons, de se dire, en fait, il faut pas lâcher ce qu'on appelle la silver economy, il faut pas lâcher cette clientèle des cheveux blancs parce que elle est encore une clientèle qui compte dans la transmission. Voilà. Et ça, c'était quand même une surprise parce qu'on pensait que les réseaux sociaux avaient tout balayé. Et en fait, pas du tout. En fait, tout le monde joue un rôle et les parents, un peu, à l'origine de tout. C'est qu'on en a... Je pense que, vous me direz si j'ai tort, mais les réseaux sociaux, on va dire que c'est quelque chose qui est plutôt court terme. Parce qu'on va voir la nouvelle influenceuse avec ce sac ou ceci avec cette nouvelle montre. C'est, on va dire, les news, l'actualité. Oui, ça va très vite en plus aujourd'hui. C'est ça. Alors que la première montre qu'on reçoit, c'est celle de notre grand-père, de notre grand-mère. Ça va être, moi, le premier sac, c'est un sac de ma mère qu'elle a eu à ses 20 ans et qu'elle m'a donné. Et c'est encore mieux que... Oui, absolument. Puis même, c'est c'est l'éducation, le goût, etc. Donc, tout ça, le goût, on le reçoit de ses parents généralement. Question, est-ce que vous avez, par exemple, les couverts Christophe de vos parents ? Je n'ai pas les couverts Christophe de mes parents. Non, c'est ma sœur qui... Mais on était 4 enfants, donc mes parents disparus, on s'est répartis. Voilà. Mais en revanche, j'ai toute j'ai le sac Kelly et j'ai toute la vaisselle Bernardo. Donc voilà. Bénédicte, on va finir avec les questions signature. Pas forcément besoin que ce soit très long, ça peut être court, long, comme le cœur vous parle. Donc c'est un peu plus personnel. Quelle est la première pièce de luxe que vous avez reçue ou eue ou achetée dans votre vie ? Je pense que c'est une montre. Une montre. Alors je me souviens plus de la marque, mais c'était clairement mon premier bijou à ma communion, voilà. Donc, mais je me souviens plus de la marque. Mais voilà, c'était pas un objet de luxe au sens où on l'entend aujourd'hui, mais voilà, c'était un bel objet en or, donc voilà. Vous vous souvenez de la première pièce que vous avez achetée ? Non. C'est trop loin. Non. Tu en as eu tellement depuis. Non, là, j'avoue, je me souviens plus. Vous êtes une consommatrice de luxe. Moi, je le vois, donc moi, je le vois. J'ai la même... Enfin, je l'ai pas là, mais j'adore les montres. Là, je vois du Chanel, du Hermès. Qu'est-ce que c'est, là ? Celle-ci, je l'aime bien. Celle-là, c'est un cadeau de mon fils pour mon anniversaire, donc il y a 15 jours. Donc, voilà. Et c'est une bague Aurélie Biedermann. Voilà. Qui appartient avec Poiré.
Je ne sais pas quelle est l'appartenance d'Aurélie Biederman. En tout cas, ils ne sont pas chez nous. Ils sont des investisseurs, mais ils sont avec Poiré. Ah, alors peut-être. Poiré et Aurélie Biederman sont ensemble. Vous voyez, vous me l'apprenez. Ah, voilà. Deuxième question. Quelle est la dernière pièce de luxe que vous avez reçue ou offerte alors non, c'est ce bracelet Hermès, voilà, de mon mari. Une des maisons que vous aimez le plus et pourquoi? Impossible de vous répondre. Devoir de neutralité. Ok. Est-ce que vous aimez le moins dans le luxe? Est-ce que vous aimez le plus? C'est compliqué. Je ne sais pas s'il y a des choses que j'aime le moins. Quelque chose qui n'est pas forcément le luxe, pas la causalité, enfin oui, mais peut-être ce que les autres peuvent en faire. Quelque chose qui vous dérange. Peut-être ce qui me dérangerait le plus aujourd'hui, c'est la vitesse. Ça va trop vite. Peur de déperdition. C'est l'obsolescence programmée. Vous avez acheté un sac et puis en fait, 1 an après, il y a un autre sac qui est venu le balayer. Voire même 6 mois après. Ouais, même là. Voilà. Et moi, j'aimais bien ce côté du luxe, voilà, où on a une belle pièce, on investit dans une belle pièce, et puis en fait, elle va vous durer toute la vie, mais aujourd'hui, mais elle quitte très vite les radars, en fait. Voilà. Alors, c'est peut-être bien, c'est pour ça que c'est devenu une industrie, voilà, mais j'aimerais bien que le rythme se ralentisse peut-être un peu. Et qu'est-ce que vous aimez le plus? Qu'est-ce que j'aime? J'aime porter. J'aime l'assurance que ça donne, en fait. Voilà. Quand je porte pas, je me sens presque un peu... Il me manque quelque chose, en fait. Voilà. Une personnalité. Je ne sais pas sortir sans une bague. Je ne sais pas... Voilà. Ça m'apporte quelque chose. C'est comme si j'étais pas finie quand je sortais sans. Voilà. Oui, je ressens exactement pareil. Voilà. J'aime pas quand j'ai pas de... Quelque chose, en tout cas, qui me reconnaisse. Vous savez, on a toujours un peu ces touches. Donc ça va bien d'ailleurs avec le côté un peu obsolète, parce que si on change tout le temps, il y a des personnes qui sont très créatives, un peu fashion, et qui aiment bien changer tout le temps. Moi, je sais que ma montre, je l'enlève jamais. J'aime bien avoir des choses qui font un peu partie du pilier. Votre définition du luxe? Alors, c'est pas la mienne, c'est celle de... Mais je trouve qu'elle est très juste. C'est celle de Jean-Louis Dumas, qui disait « Le luxe, c'est le désir qui l'emporte sur la raison ». Et en fait, je trouve ça assez juste, parce que quand on achète un produit de luxe, c'est totalement déraisonnable. Parce que si vous achetez un sac, c'est pour porter des affaires, et au final, vous pourriez acheter un sac qui coûte 30 €. Donc, si vous achetez un sac qui en coûte 2000 fois plus, c'est que le désir a été irrépressible, que la marque a su créer quelque chose de magique qui vous fait craquer pour un sac. Une émotion. Oui, et dans lequel finalement vous allez finir par juste emporter des choses, mais qui va être totalement déraisonnable sur le coût. Mais ce sont ces valeurs intangibles. Cette fameuse en plus réassurance aussi, voilà. de porter cette voilà. pièce. Et donc réfléchissez la prochaine fois à cette phrase quand vous achèterez un produit de luxe. Est-ce que vous en avez réellement Est-ce que vous en avez vraiment besoin? Si la raison vous dit, ce serait la raison, est-ce que j'en ai vraiment besoin? À l'évidence, non. Vous n'avez pas besoin d'un énième bague, d'un énième sac, d'une énième paire de chaussures. On a tous nos dressings remplis à ras-bord de tout ça. Moi, la première, hein, mais il y a quelque chose d'irrépressible qui fait que le désir l'emporte sur toutes les bonnes raisons de ne pas l'acheter. Une maison et c'est ça la magie de... Voilà. Le fameux rêve que doit apporter le luxe dans une boutique, dans l'expérience. Et finalement, quel est le symbole de cette maison? Pourquoi on va plutôt porter? On va dans la rue, moi je le vois souvent, j'analyse les personnes. Voilà, les looks. Alors elle, c'est un Céline, c'est une Parisienne. Ah, ça c'est ci, ça c'est ça. Et en fait, c'est aussi, ça veut dire beaucoup comment on porte les choses. Et enfin, dernière question, quel sera le luxe pour vous demain? Alors d'abord, il sera
plus responsable, je pense. Enfin, en tout cas, c'est vraiment une direction dans laquelle je pense qu'il doit aller. Ne pas se dire que parce que les produits de nos maisons durent, qu'on a fait le job de la durabilité. Il y a plein d'autres choses à embarquer en termes de développement durable. Donc ça, c'est une première chose. Et peut-être que le luxe de demain, il sera customisé et que du coup, on reviendrait à une forme de luxe originel où ça se fabriquait en petite quantité pour une forme de clientèle et qui, je veux dire, par exemple, les toutes premières malles Vuitton, elles étaient faites à la demande pour des clients qui les customisaient de leurs initiales. Et voilà. Donc, je pense que c'est un rêve irréaliste de se dire qu'on reviendrait à un luxe très customisé et du coup produit à la demande. Ouais, beaucoup plus singulier. Ouais. Qui revient un peu à son essence d'avoir des produits exceptionnels voilà. que l'on ne peut pas fabriquer en copier-coller à la chaîne. Absolument. Ok. Eh ben, merci beaucoup, Bénédicte. Merci, Lou. Merci infiniment pour votre écoute. J'espère du fond du cœur que vous avez apprécié cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner au podcast, à le partager autour de vous, à laisser vos commentaires afin que nous puissions échanger tous ensemble. Ça nous motive et c'est ce qui fera aussi rayonner le podcast. N'hésitez pas également à vous abonner à mon Instagram, à LinkedIn. Ce sera un plaisir de discuter de luxe avec vous. Et je vous dis rendez-vous à la semaine prochaine pour un épisode aussi exceptionnel que celui-ci. Bye!